combattaient la dictature des Kabila, père et fils. Nous savons combien d'enfants ont péri pour sauver la patrie. Nous avons la chance d'avoir un patriarche dans la salle qui, lors du témoignage, ne manquera pas de relater les souffrances que les populations entières ont connues au nord du pays. Également, j'aimerais rappeler que des hauts cadres du parti ont été lâchement assassinés également. Je fais référence à l'honorable président Botetti, qui a été assassiné à Kinshasa. Également à l'honorable Gangale Marius, qui lui aussi a été également assassiné à Kinshasa. Et tant d'autres personnes qui demeurent en prison. C'est important que l'on se souvienne qu'on a en face de nous un régime barbare. Le 24 mai 2008, vous vous souviendrez, c'est comme un coup de tonnerre. L'après-midi, mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, le président Jean-Pierre Bemba, son épouse, ses enfants, devaient rejoindre le défunt sénateur Jeannot Bemba dans un restaurant pour partager un samedi en famille. Juste avant de sortir, la police fit irruption et arrêta le sénateur Jean-Pierre Bemba sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le lendemain, c'était un dimanche, une frange des Congolais, tant du MLC que des Congolais d'ailleurs, de toute autre formation politique, sont venus manifester leur désapprobation face à cette arrestation. Cette arrestation, je ne cesse de le dire, est venue couper un frein à la continuité politique du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui devait rentrer au Congo pour occuper des fonctions de chef de file de l'opposition. Du 24 mai 2008 jusqu'au 3 juillet 2008, l'équipe de la Défense, à l'époque conduite par le bâtonnier Pierre Legros, déjà accompagné, appuyé par Maître Kilolo, ont plusieurs fois défendu le sénateur, réclamé des mises en liberté provisoires, mais en vain. Il y avait une main noire, sombre derrière ce dossier, qui a permis qu'au mois de juillet 2008, le sénateur Jean-Pierre Bemba soit transféré à l'A.E., à la Cour pénale internationale. Arrivé à cette deuxième phase du dossier, finalement, le sénateur a voulu en découdre. Parce que, se connaissant innocent, nous nous sommes dit, toute l'intelligentsia du parti, la défense et lui-même, que nous allons apporter les preuves nécessaires pour l'innocenter. C'est pour ça que, arrêté sous le coup de l'article 25 des Statuts de Rome, la responsabilité individuelle, Jean-Pierre Bemba était considéré comme co-auteur avec le président Batassé dans un plan criminel pour tuer, terroriser, piller, violer les populations centrafricaines. Très vite, l'acharnement du procureur Moreno a eu un coup de frein. Parce que la défense, à l'époque, avec le conseil principal du maître Kwebe, comme vous avez suivi dans l'élément qui vient de précéder, a montré que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur. Parce que, non présent sur les lieux des opérations, pendant la période incriminée, 2002 à 2003, octobre 2002 à mars 2003, les juges ont apprécié. Et en 2009, ça fait des années, les juges ont demandé au procureur Moreno
rectifier les charges qui pesaient sur le sénateur Jean-Pierre Bemba parce qu'il ne pouvait pas être poursuivi comme co-auteur faisant référence à l'article 25. Sous d'autres cieux, quand un procureur est désavoué par les juges, c'est la libération. Mais concernant le dossier de Jean-Pierre Bemba, il a été maintenu. Vous vous souviendrez que le procureur a dû requalifier et Jean-Pierre Bemba maintenant est poursuivi comme responsable hiérarchique des troupes. Face à cela encore, l'équipe de la défense a balayé cet argument en prouvant que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être le chef hiérarchique des troupes sur terrain parce qu'il n'était pas dans la chaîne de commandement militaire. Le président Jean-Pierre Bemba avait envoyé 1500 hommes en appui au gouvernement centrafricain légal de M. Ange Félix Patassé, ancien président centrafricain, décédé depuis, qui luttait contre la rébellion du général Bozizé. Il n'y avait pas que les troupes du MLC, il y avait 13 autres formations qui étaient venues en appui à l'armée centrafricaine. Mais pourquoi cette justice sélective? Pourquoi poursuivre que des crimes qui seraient commis par des éléments du MLC? Donc, rapidement, le sénateur Jean-Pierre Bemba et son conseil ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être dans la chaîne de commandement militaire parce que ni Jean-Pierre Bemba, ni le MLC n'étaient venus se substituer au gouvernement centrafricain ni au président Patassé. Le commandeur principal lors des opérations était bel et bien le défunt président Ange Félix Patassé, le chef d'état-major général centrafricain et leurs subordonnés. Vous avez suivi qu'en décembre 2012, la Cour, encore une fois, a demandé au procureur de revoir sa note, parce qu'il n'est pas possible que Jean-Pierre Bemba soit au courant de ce qui se passait. On a demandé au procureur de revoir sa note dans ce qu'on appelle l'hypothétique connaissance des faits. Jean-Pierre Bemba aurait dû savoir, Jean-Pierre Bemba aurait pu savoir que ces troupes commettaient des crimes. Voilà la phase qui préoccupe la défense, l'accusation, la partie des victimes et les juges. À ce jour, le procureur a présenté 40 témoins. Comme ça a été dit dans le témoignage par ma supérieure hiérarchique, Mme Bazaïba, les témoins, certains témoins ont menti, ont présenté des faux témoignages. Ce qui diminue la force, déjà, des témoins du procureur. Sur les 40 témoins, il y en a quelques-uns qui, en tout cas, ont fauté. Les victimes ont été représentées également. Il y a eu 5 victimes qui ont été retenues pour s'exprimer. 2 l'ont fait directement à la cour et 3 par vidéoconférence. Et maintenant, nous sommes à la phase où les témoins de la défense défilent devant la cour. La défense avait retenu 63 témoins. Il y a une vingtaine qui sont déjà passés devant la cour. Il est important de rappeler qu'à ce jour, en accord avec les juges, la défense retire de sa liste 13 témoins. Pourquoi la défense retire 13 témoins? Parce que les chefs d'accusation ne font que baisser en teneur et que nous sommes sûrs que dans les jours à venir, il y aura un événement heureux concernant le dossier de Jean-Pierre Bemba. Mais j'aimerais quand même clarifier. Le dernier témoin passera à La Haye le 19 juillet. C'est très bientôt, si on en croit le chronogramme, le programme de la CPI. Donc, avant la fin de cette année, il faut qu'une décision soit prise. Avant de clore le chapitre qui concerne le parcours judiciaire du président Jean-Pierre Bemba, nous constatons l'acharnement
de la justice internationale face à un homme politique. Un mandat d'arrêt précipité. Quand le président Bemba est arrêté le 24 novembre 2008, toutes les charges ne sont pas encore déterminées. Le procureur continue à rechercher des éléments de preuve, ce qui n'est pas normal. L'implication des troupes étrangères en RCA concernait plus d'une dizaine des forces extérieures. Seules les forces du MLC sont impliquées. Seul Jean-Pierre Bemba se retrouve à La Haye. Ni même les autorités centrafricaines n'ont pas été invitées ni convoquées. C'est une justice qui nous étonne. Voilà des éléments pour lesquels aujourd'hui, plus d'un Congolais, plus d'un Africain émet des doutes quant à la sérénité des débats. Mais nous avons confiance, parce que l'équipe, le conseil de Jean-Pierre Bemba, a 2 fois diminué la teneur des chefs d'accusation et que la justice qui sera rendue ne peut aller que dans le sens de la libération prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je ne peux clore mon allocution sans parler un peu de la réalité de notre pays et du point de vue de notre parti sur l'état de la nation. Vous savez que le Congo va mal. Tous les indicateurs sont au rouge. Au niveau sécuritaire, c'est la catastrophe. C'est déplorable. La guerre a encore repris. Les affrontements entre la FRDC et les troupes du M23, encore les jours passés, ont endeuillé les populations à l'est de la République. Plus de 1 million de déplacés internes, des viols, des pillages. Je salue au passage l'engagement citoyen du docteur Mukwege, un confrère qui soigne, répare les femmes violées à Bukavu. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer lors de son passage à Bruxelles. C'est touchant, son témoignage. Parce que le viol est utilisé comme une arme pour terroriser les populations. Et quand ces viols se perpétuent, c'est avec des maladies qui s'en suivent, des destructions des organes génitaux. C'est quelque chose qu'il faudrait décrier continuellement. Mais le pire est que ces viols ne sont pas seulement l'émanation des forces négatives. Elles sont aussi commises par des éléments des forces régulières, FRDC. Et c'est très malheureux. La semaine dernière, vous avez suivi un rapport des Nations Unies qui faisait état de 93 ou une centaine de cas de viol commis par des éléments FRDC. C'est des choses que nous pouvons accepter. C'est pour ça qu'au niveau de notre parti, nous crions haut et fort qu'il faut un échange interne, un dialogue national pour pouvoir clarifier tout ce problème. Parce que ceux qui sont à la manette de pouvoir ont échoué, incapables d'avoir des solutions à long terme. Il faut également une solution diplomatique pour que le cas du Congo soit mieux écouté à tous les niveaux mondiaux. Il faut enfin une refonte profonde de l'armée pour avoir une armée républicaine, une armée responsable, une armée qui protège et non une armée qui terrorise. Parlons des violences urbaines. On a besoin de rappeler le phénomène Kulna, des jeunes organisés qui terrorisent les populations dans les villes. Le gouvernement actuel est incapable d'enrayer ce phénomène. Pire encore, les acteurs au pouvoir utilisent ces jeunes pour terroriser les adversaires politiques. Un regard sur le Katanga, où vous voyez que des responsables politiques ont des milices. C'est étonnant dans le Congo démocratique qui est le nôtre. Les tracasseries policières, où on a besoin de rappeler comment c'est instrumentalisé par les chefs de la police ou les chefs
des armées. C'est devenu monnaie courante. Et aucune quiétude n'est pour la population. Les violations des droits humains, la plupart des personnes qui se retrouvent dans les prisons chez nous n'ont jamais eu droit à des jugements en bonne et due forme. Il y a bon nombre de personnes qui sont en prison pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, voire tribales. Dans le domaine politique, nous, MLC, rappelons qu'il y a une nécessité d'un dialogue national responsable. Parce qu'il y a un grand problème. Depuis le 28 novembre 2011, le Congo est tombé dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Les institutions sont faibles, ainsi que leurs animateurs. Nous devons discuter. À l'est de la République, la guerre ne cesse. Il y a une mégestion. Il y a un réel problème entre les gouvernants et la population. Tout ça sont des sujets qui devraient mettre sur la table les acteurs actuels au pouvoir, l'opposition, la société civile, pour baliser le terrain, pour que demain, nous puissions aller aux futures élections dans un cadre plus serein, plus sain, et que les futurs animateurs, en tout cas, puissent travailler dans la sérénité. Le climat des affaires, il est commun de voir les commentaires de ceux qui gouvernent vanter des améliorations au niveau économique, mais je vous rappelle que la corruption dans notre pays est institutionnalisée. L'enrichissement est illicite. Il y a un manque de transparence en matière de contrats, surtout des contrats miniers. L'opacité dans la gestion de la fonction publique, la mauvaise gouvernance. Tout ça, il y a ce qu'on appelle une inadéquation entre les chiffres macroéconomiques donnés par le gouvernement. Vous avez suivi les dernières semaines, le Premier ministre parlait d'un taux de croissance, donc la création de richesse de la nation de 8,2%, une création de 13 000 emplois, l'arrivée de 300 bus, dont 180 sont déjà à Kinshasa, comme si, pour une population de 70 millions d'habitants estimés, 300 bus, je ne sais pas ce que ça représente, 13 000 emplois créés, je ne sais pas ce que ça représente, alors qu'en termes de pouvoir d'achat, le sac de riz est encore au-delà de 60 $. Le carton de viande, au-delà de 130 $. Et que touche le Congolais moyen? Que touche le fonctionnaire? Le policier ne touche que 55 000 francs congolais. L'huissier n'arrive qu'à 54 000 francs. En moyenne, moins de 60 $. Au niveau de l'enseignement, le gradué n'atteint que 74 $ par mois. Le gradué à 81 $. Le diplômé, 74 $. Le gradué, 81 $. Le licencié, 84 $. Alors que de l'autre côté, les mandataires d'État, tous dépassent les 10 000 $ par mois. Les députés, il faudrait le rappeler, les députés nationaux, beaucoup de gens ne le savent pas, touchent en moyenne 6 200 $, plus 3 000 $ supplémentaires qu'on appelle des invisibles. Les députés atteignent 9 200 $ par mois. Les sénateurs ont 14 000 $. Est-ce que c'est un Congo normal où la petite minorité vit convenablement et la majorité broie la misère? Voilà ce dont je voulais aujourd'hui rappeler à l'assistance les difficultés. Pourquoi est-ce que l'opposition doit s'unir? Pourquoi est-ce que l'opposition a besoin finalement de l'appui de la population? C'est pour qu'on puisse changer le cours des événements dans notre pays. Le Congo va mal. Je laisserai ma consoeur Louise Gardou aller dans les détails, mais j'en appelle à l'unité de l'opposition. Parce que le peuple congolais a assez souffert, les choses doivent changer dans notre pays. Et quant au MLC, nous avons beaucoup d'espoir qu'à la libération de notre président,
un élan nouveau va arriver et le changement sera certain. J'ai dit, je vous remercie. Tu nous as retracé de manière succincte les questions principales de l'existence de notre parti, le MLC. Tu nous as aidé à comprendre la première question, c'est d'où nous venons. Et lorsque tu as continué dans ton speech, nous avons compris où nous sommes et quelles sont les perspectives d'avenir pour le MLC, pour savoir répondre à la question de savoir où allons-nous et aussi de pouvoir démontrer quelles sont les capacités que nous avons aujourd'hui, de quoi sommes-nous capables. Et nous avons bien compris que nous sommes face à un problème, mais sauf que nous ne sommes pas un pour résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi l'unité est une des valeurs que nous devons exploiter pour que nous puissions arriver à des fins meilleures pour notre pays. J'aimerais, avant de passer la parole à notre troisième intervenante, rappeler que le MLC a des valeurs. Le MLC prêche, la première valeur, c'est l'intégration entre les générations. C'est un parti qui s'est travaillé et fusionné les deux générations réunies, où le vieux travaille en harmonie avec les jeunes. Les vieux ont compris qu'ils ont besoin de l'énergie, n'est-ce pas, des jeunes, et la jeunesse a compris qu'ils ont besoin de l'expérience des vieux. Et la deuxième valeur, c'est la cohésion nationale. Nous voyons qu'au sein du MLC, nous avons toutes les provinces qui sont représentées. Et le premier secrétaire général qu'a connu le MLC fut du Bandundu, les seconds fut du Kasaï, et le troisième fut du Maniema. Donc vous voyez que le MLC prône la cohésion nationale. La troisième valeur, c'est le respect du gender, l'approche genre, la femme. La place de la femme est respectée. Où les femmes sont valorisées par rapport à leurs compétences et non par rapport à leur physique. Je citerai le cas de la sénatrice Eve Bazaïba, qui mérite bien son siège au sein du Sénat. Donc vous comprendrez que dans les MLC, l'approche genre est respectée. Nous avons aussi la bonne gouvernance. Et vous allez remarquer que lorsque notre président était encore vice-président, pendant son mandat, il a stabilisé la monnaie, il a garanti aux investisseurs de venir investir dans notre pays, ce qu'a relevé notre secrétaire national adjoint. Il a instauré les guichets uniques qui a permis au renflouement des caisses de l'État et il fut le premier à pouvoir faire le bilan de sa commission. Est-ce qu'on peut acclamer pour le sénateur Jean-Pierre Bemba? Voilà ce que nous venons de donner. Ça, c'est une analyse assez pertinente, une analyse objective, une analyse qui nous interpelle et surtout sur cette valeur de notre responsabilité à nous. Une assistance vêtue de blanc était présente pour soutenir les sénateurs. Pour la délégation, M. Jeannot Bemba. Confiance, bien sûr, les allez comprendre que l'économie. Confiance, les allez. Vous avez ça la vie. Depuis 2009, il a plu à Dieu de rappeler à lui Papa Jeannot Bemba. Triste événement, le sénateur Jean-Pierre Bemba a obtenu une liberté provisoire pour assister à l'inhumation de son cher papa, le sénateur Jeannot Bemba Saouna.